Bon, commençons par imaginer une scène assez banale. On est en 2026, on allume la télé pour regarder l'arrivée des joueurs avant un grand match de Ligue des Champions ou, je sais pas, les finales NBA en fait. Ouais, le genre de moment super médiatisé. Exactement. Et on voit une superstar mondiale, genre LeBron James ou Lionel Messi, descendre du bus avec sa trousse de toilette. Et qu'est-ce qu'ils ont systématiquement sur les oreilles? Toujours la même chose. Un casque Beats by Dre. Le fameux logo, ce petit B rouge là qui clignote presque aux yeux du monde entier. Et visuellement, si on s'arrête juste à cette image, bah la marque a l'air d'être au sommet absolu de sa gloire. C'est clair. On a l'impression d'une domination totale. Surtout qu'on parle quand même d'une boîte rachetée par Apple pour 3 milliards de dollars. 3 milliards véro. Et pourtant, quand on plonge dans cette énorme enquête publiée par le média Block News en avril de cette année, le constat est assez glaçant. Ah oui, n'y vont pas par quatre chemins. Pas du tout. Le titre de l'article dit carrément que cette icône culturelle est morte, qu'elle a été enterrée vivante, en fait. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de cette histoire. L'image publique, ce fameux vernis de coolitude qu'on voit à la télé, ça masque une réalité économique et stratégique complètement fascinante. C'est un peu un trompe-l'œil, du coup. Totalement. On a l'impression de voir un athlète au sommet de sa forme, alors qu'en coulisses, on a affaire à un zombie d'entreprise. Mais du coup, la vraie question, c'est comment la marque la plus cool de la planète a pu se laisser zombifier par sa propre maison mère. Et c'est ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui dans ce décryptage. Vaste programme. Ouais, on va croiser cette enquête de Block News avec les données de marché de Canalys de 2025 et aussi un verdict assez impitoyable du site Soundguys qui est paru en mars. Et le but, c'est pas juste de parler de qualité sonore, hein. Non, ça va bien au-delà des fréquences et des basses. Voilà, c'est vraiment de comprendre la mécanique d'une digestion, comment on passe d'un phénomène culturel incontournable à une simple ligne dans un fichier Excel d'entreprise. Et il faut bien poser ce cadre dès le départ. La chute de Beats, c'est pas l'histoire d'un mauvais produit ou d'une erreur d'ingénierie. C'est vraiment une leçon magistrale sur ce qui se passe quand une machine corporate ultra froide absorbe une marque basée sur l'émotion et la rébellion. Le clash des cultures, en gros. C'est exactement ça. La culture urbaine d'un côté et la méthode glaciale de la Silicon Valley de l'autre. Bon, avant d'analyser cette chute, je pense qu'on a besoin de comprendre comment ils sont montés si haut. Si on remonte en 2006, Apple domine déjà le monde, avec l'iPod et ses petits écouteurs blancs là. Les fameux écouteurs que tout le monde avait. Ouais. Pourquoi Jimmy Iovine, le légendaire producteur de rap et de rock, l'homme derrière Eminem et U2 quand même, pourquoi il décide de se lancer dans la fabrication de plastique? En fait, c'est par pure frustration artistique. Javin, c'est un génie du son. Il passait des mois dans des studios à plusieurs millions de dollars pour capter la vibration exacte d'une guitare ou le souffle d'un rappeur. Ouais, un travail d'orfèvre, quoi. Voilà. Et comment finissait cette musique? Compressée dans des fichiers MP3 crasseux et crachée par ces fameux écouteurs blancs à $1. Ça devait le rendre fou. Mais complètement. Ces écouteurs détruisaient physiquement tout le travail fait en studio. En fait, il voyait son art massacré lors du tout dernier centimètre du voyage, le moment où ça rentre dans l'oreille des gens. C'est une belle image et c'est très vrai. Et du coup, lors d'une balade sur la plage, il croise Dr. Dre. Et Dre lui explique que ses avocats veulent qu'il lance une marque de basket pour capitaliser sur son nom. Ah oui, la fameuse histoire des baskets. Et là, la légende dit qu'Iovine lui répond cette phrase fondatrice. « Fuck sneakers, we need to do speakers ». Au diable les baskets, mec, on doit faire des enceintes. J'adore cette anecdote. Elle est géniale parce qu'elle contient tout l'ADN de la marque, en fait. Ils n'ont jamais cherché à inventer le casque audio parfait d'un point de vue technologique. Non, c'était pas du tout le but. Ils ont littéralement inventé la basket pour les oreilles, l'objet de mode indispensable. Et l'idée de génie d'Iovine, c'était de ne pas payer pour des pubs dans les magazines. Ouais, sa stratégie marketing était brillante. Il a pris les artistes de son label, et au lieu de les payer pour porter le casque, il en a fait des partenaires financiers, non? Genre Lady Gaga ou Justin Bieber. C'est ça. C'est le pivot de toute leur stratégie. Jusque-là, le marché des casques chers, il était dominé par Sennheiser ou Sony. Et ces marques, elles communiquaient comment? Avec du gros jargon technique. Ouais, la distorsion harmonique, les trucs comme ça. L'impédance, la réponse en fréquence, des trucs incompréhensibles. L'impédance. Honnêtement, à part les ingénieurs du son, qui sait ce que c'est? Ça n'a jamais fait rêver un lycéen dans le métro, quoi. Mais précisément, ça ennuie tout le monde. Beats est arrivé en renversant la table. Ils ont dit « on vous vend pas des hertz, on vous vend une identité ». C'est un changement de paradigme complet.
Totalement. Quand Bieber sortit ses casques, il disait à ses fans « Si vous portez ça, vous êtes dans mon clan ». La culture a balayé la technologie. Et ça a marché de façon hallucinante. Les chiffres rappellent qu'en 2011, donc 5 ans après la création, ils avaient 64% du marché américain des casques à plus de 100 $. C'est un monopole de fait. Ils n'ont pas juste piqué des clients à Bose, ils ont créé un marché de toutes pièces. Avant eux, vendre un gros casque à 300 $ à un ado, c'était de la science-fiction. L'accessoire de studio est devenu un accessoire de rue, ouais. Ok, je cerne bien le phénomène, mais c'est là que ça devient incompréhensible. S'ils contrôlent 64% du marché et qu'ils impriment de l'argent, pourquoi vendre à Apple en 2014 ? C'est là que l'histoire s'emballe. Surtout avec cette fameuse soirée trop arrosée qui a failli tout faire exploser. Ah, la nuit de mai 2014. C'est un moment clé qui explique tout le rapport de force qui va suivre. En gros, Apple et Beats sont en pourparlers. Très secret. Le deal de 3,2 milliards est sur le point d'être signé. Et on sait qu'Apple déteste les fuites. C'est une religion chez eux, le secret. Iovine le sait très bien. Donc il convoque son équipe, il exige le silence absolu, et il leur cite carrément le film Les Affranchis. La scène où ils doivent pas montrer l'argent du braquage, c'est ça, hein ? Ouais, ne faites pas de vagues, n'achetez pas de Cadillac. Sauf que le monde du rap, c'est pas vraiment connu pour faire profil bas, hein ? Bah non. Et le soir même, à 2h du mat, Dr. Dre fête la nouvelle avec Tyrese Gibson. Il carbure à la bière, et là Tyrese lance une vidéo Facebook en direct. La boulette absolue ? Et Dr. Dre, face caméra, se proclame le premier milliardaire du hip-hop. En pleine nuit par P. Diddy qui lui hurle que son deal secret est sur tous les réseaux. D'après le bouquin After Steve de Trip Mickle, Yvenet pensait vraiment que le deal était mort. Mais est-ce que ça menaçait vraiment un rachat à plus de 3 milliards d'euros ? Le deal s'est pas effondré, mais la réaction d'Actel a été chirurgicale. Et c'est ça qui est fascinant. Ils sont convoqués par Tim Cook à Cupertino. J'imagine l'ambiance dans le bureau. Très tendu. Mais Cook, c'est pas Steve Jobs. Jobs aurait hurlé. Cook, lui, il est resté glacial, déçu. Et il a utilisé cette erreur avec une froideur de comptable pour calculer le prix. Attendez, il s'en sert comme levier de négociation ? Absolument. Il a fait baisser le prix de 3,2 milliards à 3 milliards ronds. Sérieux ? Une ristourne de 200 millions juste pour un live Facebook alcoolisé ? C'est le prix de l'arrogance chez Apple. Et l'ironie, c'est que Dre, à cause de ça, passe juste sous la barre du milliard. Il laisse la couronne à Jay-Z. Ah, c'est cruel ça. Mais au-delà de l'ego, ça montre que dès le premier jour, la dynamique était claire. Apple donnait la laisse et Beats devait obéir. Ce qui m'amène à une énorme question. Si Apple rabaisse Beats direct et qu'ils ont déjà des ingénieurs pour fabriquer des casques, pourquoi signer un chèque de 3 milliards en fait ? Bah, c'est l'erreur que tout le monde fait. On pense qu'Apple a acheté une marque de casque. C'était pas le cas ? Pas du tout. Dans l'article de Block News, ils disent que les casques, c'était juste la cerise sur un gâteau à 3 milliards. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y avait sous la cerise du coup ? C'était quoi l'objectif ? 2 cibles très précises. C'était un vrai cheval de Troie. La première, c'était Beats Music, leur service de streaming lancé début 2014. Parce qu'à l'époque, Apple vendait encore des chansons à l'unité sur iTunes, c'est ça ? Ouais, et il se faisait laminer par Spotify. Apple avait un retard énorme. Et ce qu'ils voulaient chez Beats Music, c'était leur modèle éditorial. Pas juste la technique alors ? Non, la curation humaine. Spotify, c'était des algorithmes froids. Beats Music, mené par Yvin et Trent Reznor, mettait de vrais experts pour créer des playlists par-dessus l'algorithme. Et la deuxième cible, j'imagine que c'était le talent humain, le carnet d'adresses de Yovin. Vital de comprendre ça. Apple, c'était des ingénieurs en col roulé. Ils ne savaient pas parler à l'industrie de la musique. Ouais, c'est deux mondes qui se parlent pas naturellement. Yvin connaissait tout le monde. Apple avait besoin de lui pour convaincre les labels de lancer leur propre plateforme de streaming. En fait, c'est exactement comme une greffe d'organes. Apple a acheté le patient Beats juste pour ouvrir son torse, extraire son cœur palpitant, donc le streaming et le réseau de Yovin, et se l'implanter pour créer Apple Music. C'est une excellente métaphore, c'est exactement ça. Et une fois que le cœur a été prélevé, le corps d'origine, la division des casques, il a été recousu à la va-vite et laissé dans un coin. D'ailleurs, le timing est fou. Fin 2016, 2 ans après ce rachat, Apple lance les AirPods. Leur propre révolution audio, ouais. Mais pourquoi lancer ça si on vient d'acheter Beats ? Parce que Beats ne les intéressait déjà plus. La chronologie confirme cette asphyxie. Beats Music devient Apple Music en 2015. Yovin, qui supportait plus les réunions bureaucratiques d'Apple, quitte le navire en 2018. Dre devient conseiller fantôme. Et c'est là que commence la zombification dont parle l'enquête. L'omniprésence des AirPods pousse Beats vers le bas de gamme. Beats devient la marque de seconde zone d'Apple, clairement. Et quand on regarde la gamme Beats en 2026, c'est hallucinant.
On sent le pilote automatique complet. Les choix industriels sont accablants, ouais. Je prends juste quelques exemples de l'enquête. Les Beats Studio Pro à 349 $. Les tests disent que le plastique grince, que les micros sont nuls et qu'ils se font écraser par la concurrence. Et c'est pire sur l'entrée de gamme. Prenez les Beats Solo Buds de 2025 à 79 $. Ça a l'air attractif, non? 79 $ chez Apple? Sauf qu'il y a des compromis énormes. Zéro réduction de bruit. Et tenez-vous bien, hein, le boîtier n'a pas de batterie intégrée. Attendez, quoi? Faut brancher le boîtier au téléphone pour charger les écouteurs. Et le pire, c'est qu'Apple ne fournit même pas le câble USB. C'est une blague, c'est absurde. On dirait juste qu'ils remplissent une case de prix vide. C'est ce que l'article appelle la transformation en un SKU, une unité de base de gestion de stock. Beats n'a plus de vision, c'est un produit bouche-trou pour les cases à 79 ou 349 $. Là où les AirPods ne sont pas, en gros. C'est ça. Et il y a aussi ce recyclage technologique honteux. Fin 2025, ils sortent les Powerbeat Fit avec la puce H1 d'Apple. Alors ça, c'est très révélateur. La puce H1, c'est le cerveau des écouteurs, mais elle date de 2019. Ils ont mis ça dans des produits de 2025. Pendant que les AirPods ont des puces ultra modernes, Beats se contente des fonds de tiroir, des composants périmés qu'Apple en surplus. Et si un produit gêne, il disparaît. Les Powerbeats Pro, super écouteurs, retirés en octobre 2024 sans un mot. Page web supprimée, point barre. Et tout ça se voit dans les chiffres. Canalys, début 2025. Apple et Beats ont 23% du marché mondial. Mais impossible d'avoir la part de Beats. Apple refuse de séparer les chiffres. Ils englobent tout. La marque qui pesait 64% de son marché est devenue une variable invisible diluée dans les AirPods. D'où la conclusion de Sound Guys. Beats is dead, it just doesn't know it yet. Ils sont morts et le savent pas. Et sur Reddit, les gens disent carrément « J'ai payé 300 balles pour un logo ». C'est la définition clinique d'une marque zombie. Le logo est là, ça prend de la place en magasin, mais l'entité avance par pure inertie. Bon, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Si c'est si mort que ça, pourquoi LeBron James continue de porter son rue? Pourquoi Apple maintient la marque en vie? Il doit bien rester un pouls, non? C'est la nuance importante de cette analyse, vous avez raison. Apple ne tue pas une marque et qui a encore une utilité tactique. Il y a 3 espaces de survie pour Beats. Lesquels? D'abord, le sport. Le magazine Rolling Stone a élu le Beats Studio Pro meilleur casque de sport en 2024. Et le Powerbeats Pro 2 a même eu droit à la bonne puce H2. Donc, dès qu'on transpire, on lâche les AirPods pour des Beats. C'est l'idée. Le deuxième espace, c'est Android. Apple a conçu les AirPods pour l'iPhone. Beats, c'est le cheval de Troie inversé. Ça permet aux utilisateurs Android d'acheter Apple sans être coincés dans l'écosystème. Très malin. Et le troisième espace? L'image. La coolitude sous perfusion. Apple paye LeBron, Messi ou le joueur de baseball Shohei Ohtani. C'est de l'argent de poche pour eux. Mais ça maintient l'illusion que Beats est toujours au centre de la culture. Une belle façade, quoi. Ouais. Mais avec un peu de recul, le véritable héritage de Beats, il n'est pas matériel, il est culturel. C'est-à-dire? Dans notre quotidien, ça a changé quoi, Beats? Sans le séisme de Irvine et Dre, l'audio serait très différent aujourd'hui. Ils ont forcé Sony et Bose à repenser leur approche. L'audio n'est plus qu'une affaire de pureté en labo, c'est un lifestyle. C'est devenu une déclaration d'identité, comme des baskets édition limitée. Exactement. Et il y a aussi ce cœur extrait lors du rachat. La vision hybride de Beats Music, ce mélange d'algorithmes et d'humains. C'est le code génétique d'Apple Music aujourd'hui. L'âme de Beats vit dans nos téléphones. C'est la belle victoire posthume de Jimmy Iovine. Donc, pour résumer ce décryptage fascinant, l'histoire de Beats en 2026, c'est pas un échec par incompétence. C'est une digestion chirurgicale par une boîte de 3000 milliards de dollars. Ils ont pris ce dont ils avaient besoin et laissé le reste végéter. Voilà. Et ça soulève une réflexion vertigineuse à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. Si une marque aussi rebelle, ancrée dans la rue, finit invariablement par être absorbée et standardisée par la Silicon Valley, est-ce que le concept même de marque culturelle indépendante dans la tech, c'est pas juste une immense illusion? La question mérite vraiment d'être posée la prochaine fois que vous verrez un sportif avec ce fameux logo sur les oreilles.